Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cet atelier sur la raison d'être de l'entreprise. Nous sommes ensemble pour 1 heure et je vous propose donc l'organisation suivante. Nous avons prévu quelques thèmes sur lesquels Bertrand, Laurent et Muriel vont réagir. Je vais vous les présenter dans un instant. Je vous propose de leur laisser la parole, de les laisser partager leurs propos donc dans un premier temps de cet atelier et vers 18h10, 18h15, je vous laisserai la parole donc, pour partager vos questions. Je vous propose de néanmoins poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, donc sur la petite icône conversée qui est en bas de votre écran. J'essaierai d'être votre rapporteur fidèle donc, pour partager vos questions à nos intervenants. Et puis sinon, si on a un petit peu plus de temps en fin d'atelier, de les poser directement. Alors, nous sommes donc ensemble pour 1 heure. Je vais commencer par vous présenter nos intervenants qui, pour certains, viennent de loin. Alors, je vais commencer, pardonnez-moi de façon un petit peu traditionnelle, par Muriel en tant que femme. Muriel Barnéou, vous êtes directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste depuis janvier 2017. Vous avez occupé les fonctions de directrice générale adjointe du courrier en tant que directrice industrielle. Vous avez également vous avez porté la modernisation de l'appareil industriel de traitement du courrier et le lancement du groupe d'achat français des voitures électriques en 2011. Vous avez été également PDG de DocaPost, qui est une filiale du groupe La Poste, qui est spécialisée dans la transition numérique et mobile des entreprises, et fonctions que vous avez assurées entre 2010 et 2017. Oui. Merci à vous d'être parmi nous ce soir. Pardonnez-moi. Alors, Laurent Capellari, vous êtes président du laboratoire Cotral à Condé en Normandie. Cette entreprise étant numéro 1 mondial sur le marché des protections auditives sur mesure. Vous réalisez un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros avec 250 salariés sur 11 pays, mais je pense que vous aurez l'occasion de nous représenter un petit peu plus en détail votre entreprise. Alors Laurent, que dire de vous? Vous êtes investi à la fois sur le cœur de votre métier, bien évidemment, mais également dans la création d'autres entreprises. Allez, un petit clin d'œil. Vous êtes très attaché au partage d'expériences, notamment à travers le réseau CJD, également à l'APM. Et vous êtes également un sportif accompli, puisque vous avez plus de 25 marathons à votre actif et vous courez 2000 km par an en Normandie. Je suis assez bluffée de ça. Merci à vous, Laurent, d'être parmi nous également. Et enfin, Bertrand. Alors, Bertrand, vous venez de loin. Un CV également très, très, très impressionnant, comme nos 3 intervenants. Vous êtes diplômé d'un DEA en management stratégique de l'université Jean Moulin Lyon 3. Vous avez fait un doctorat en sciences de gestion que vous avez réalisé à l'Institut français de gouvernement des entreprises, qui est associé à l'EM Lyon. Vous avez été chercheur associé pour l'IFGE. Vous avez fait un parcours postdoc à la LSE, la London School of Economics, et vous êtes maintenant professeur de stratégie et de gouvernance des entreprises à l'IAE Clermont-Auvergne. Oserais-je également préciser que vous avez été titulaire de la chaire Alter-Gouvernance, qui est spécialisée sur la gouvernance des coopératives bancaires et agricoles de 2012 à 2019. Merci infiniment à tous les 3 de nous partager ce moment. Très rapidement, moi je ne me suis pas présentée, je m'appelle Magali Debray, je suis animatrice et facilitatrice. J'anime essentiellement des clubs de dirigeants, avec un petit clin d'œil pour le réseau APM, dont un certain nombre de représentants sont parmi nous ce soir. Et j'ai le plaisir et la lourde mission, merci Nicolas, d'animer cet atelier. Alors, je vous propose dans un premier temps, pour poser les choses, pour poser le cadre… J'ai trouvé comment ouvrir la caméra. Pardon. Ah, c'est beaucoup mieux, Muriel. Merci. Excusez-moi. Je vous en prie, c'est beaucoup plus sympa de vous voir en direct. Alors, pour poser le cadre, on parle de raison d'être. Bertrand, tout naturellement, j'ai envie de m'adresser à vous en tant que professeur, en tant que chercheur. Est-ce qu'il vous est possible de nous donner une définition de ce qu'on appelle raison d'être de l'entreprise et puis de nous partager votre vision de chercheur sur ce sujet? Eh bien, oui, mais merci Magali. Mais bonsoir à tous. Moi, j'ai juste un petit mot de remerciement parce que c'est sympa d'avoir pensé à moi, Nicolas, pour faire ce témoignage. Et j'étais très heureux de venir à l'Université des entrepreneurs normands parce que, pour tout vous dire, j'ai été secrétaire général de la fondation de l'université
On a essayé de monter quelque chose comme ça, une journée où on éclairait les enjeux économiques, l'innovation pour les entreprises du territoire. On n'y est pas arrivé. Alors, je vous envie un peu, en Normandie, d'avoir monté et je vous félicite aussi, d'avoir monté ce dispositif parce que ça a beaucoup de valeur de discuter d'enjeux contemporains sur les territoires. Donc, bravo à vous et j'étais très content de venir pour ça. Alors, je réponds à votre définition, Magali. Bon, la raison d'être, elle vient d'une discussion et d'un projet législatif qui est celui de la loi Pacte. Et en amont de la loi Pacte, on a eu donc le fameux rapport Nota-Senard qui a eu pour vocation de préparer cette loi Pacte qui contient la notion de raison d'être. Et c'est donc, je vous fais ce petit détour historique parce que peut-être que vous connaissez déjà tout ça, mais c'est pour vous dire que la définition de la raison d'être telle qu'on l'a aujourd'hui, elle est contenue dans le rapport Nota-Senard et elle est définie, je les cite, comme les principes dont la société, alors la société commerciale, l'entreprise, se dote et pour le respect desquels elle entend affecter les moyens dans la réalisation de son activité. Alors, c'est une définition que personnellement, j'aime pas trop parce qu'elle est quand même assez juridique et tournée vers assez technique. Et la traduction que l'on peut en faire, en tout cas la traduction que moi j'en fais, c'est que cette raison d'être, eh bien en fait, c'est une vision stratégique qui va relier le projet économique de l'entreprise aux défis techniques, sociétaux et environnementaux contemporains. Donc, c'est quelque chose qui oriente l'activité de l'entreprise sur du long terme, qui oriente le projet économique de l'entreprise sur du long terme et qui fait percuter, je dirais, ce projet économique avec des enjeux et des défis contemporains. C'est cette notion cette définition qui en tout cas est pas in extenso dans ces termes-là, mais c'est souvent comme cela que la notion de raison d'être est comprise, une vision stratégique du projet économique de l'entreprise en résonance avec des défis. Bertrand, vous avez coupé votre micro. On n'a pas entendu la fin de ce que vous avez dit. Ah, je ne sais pas, il a dû se couper tout seul. Non, oui, d'accord, pardon. Non, mais je rebouclais, je faisais ma définition, je redonnais ma définition. Ok, merci à vous donc pour ce premier cadre, pour ces premiers éléments. Alors, on parle de raison d'être de l'entreprise, donc au sens global. Merci pour ce premier cadrage. Donc, outils autour de la vision stratégique de l'entreprise avec une mise en œuvre opérationnelle derrière. Alors, une première question qui me paraît intéressante, c'est de se dire, est-ce que cet outil, est-ce que c'est un outil qui est réservé à une seule catégorie d'entreprise, à une grande entreprise, ou est-ce que c'est réservé, ou est-ce que c'est accessible à tous et accessible notamment aux PME. Et merci infiniment à Muriel et à Laurent d'avoir accepté de témoigner, puisque avec des profils d'entreprise totalement différents, vous allez pouvoir, à travers nos témoignages, donc alimenter notre réflexion et puis donc partager votre vécu du sujet. Alors, Muriel, donc, vous êtes directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. On a très envie de vous entendre pour savoir quelle est votre vision à vous et votre expérience de la notion de raison d'être de l'entreprise donc au sein du groupe La Poste. Oui. On est sur le chemin pour commencer. Donc, je ne vais pas vous faire de révélations sur ce qu'elle sera pour nous. Ça aura été un chemin, elle le sera sans doute révélée, j'entends, d'ici la fin de l'année, à l'occasion du lancement de notre nouveau plan stratégique de la décennie qui vient de se terminer, s'arrêtait en 2020. On ouvre une nouvelle décennie et je dirais un peu le pilier sur lequel on ouvre sera justement l'énonciation et la présentation de notre raison d'être avec un cheminement qui est encore plus loin puisque l'objet c'est de se transformer en entreprise à mission d'ici le milieu de l'année. On aura donc passé une grosse année à élaborer cette raison d'être avec l'ensemble des parties prenantes.
Ce qui amène peut-être pour commencer à répondre à votre question, il y a une particularité forte à l'univers postal. Je ne sais pas si notre expérience est extensible à d'autres secteurs, mais ce qui pour nous est essentiel dans cette raison d'être, c'est le sujet de l'alignement des intérêts. Ce que Bertrand a rappelé tout à l'heure dans la loi Pacte, hein, cet alignement des intérêts, c'est la mise autour de la table de toutes les parties prenantes jugées pertinentes par l'entreprise, avec l'énonciation d'un sens, une vision, un sens, que toutes ces parties prenantes, vers lequel en tout cas toutes ces parties prenantes convergent, au point que, à un moment, cette raison d'être est votée en assemblée et donc aligne les propriétaires de l'entreprise et le management de l'entreprise. Évidemment, quand on parle des parties prenantes dans l'univers postal, elles sont extrêmement larges, elles sont nombreuses et en quantité et en typologie, puisque la Poste, elle a un peu comme l'équipe de France de foot, hein, c'est d'appartenir un peu à tout le monde et tout le monde a une idée de ce que devrait être la raison d'être de la Poste, parce qu'elle est encore une fois un peu à tout le monde, à ses clients, à ses collaborateurs, à ses fournisseurs, aux collectivités territoriales, aux concitoyens en tant que contribuables, même si nous ne sommes pas financés par l'impôt, mais elle est dans cet ancrage à la fois en territoire et dans 500 ans d'histoire. Et donc, la question qui, au fond, était la question qui nous est posée à nous, pour la Poste, c'est « ça sert à quoi la Poste en 2030 ?» C'est pas banal. Est-ce que vous voulez que je continue, Magali, ou est-ce que peut-être qu'on… Je vous propose effectivement de partager votre expérience et puis après, on mettra en regard celle de Laurent, qui, pour le coup, a aussi une approche extrême, dans laquelle on va retrouver un certain nombre de similitudes. Mais je vous laisse aller juste au bout de votre démarche, justement, avec cette question. Quelle est la vision de la Poste en 2030 ? Oui, c'est ça. Au fond, c'est qu'elle est… On sort de 500 ans d'histoire et la question se pose, à défaut de 500 ans à venir, soyons prudents et modestes, on va en dire 10, hein, avec un souci pour nous que ce dont on parle au quotidien de nos collaborateurs, parce que ceux qui font le poste, on est dans ce type d'activité, hein. Ce sont ceux qui, ce matin, ont pris les camionnettes, ce matin, ont levé les rideaux des bureaux, se sont installés derrière des alvéoles pour prendre les appels téléphoniques. Ce sont eux qui font la Poste. Et dans ce sens, à ce que nous serons en 2030, c'est quelque chose qui doit leur parler au quotidien et qui ne doit pas être un truc, certes, fort sympathique et sans doute sophistiqué et de beaucoup de valeur, mais partagé par quelques happy few du siège. Le sujet, c'est bien de parler à ses collaborateurs parce que ce sont eux qui vont le porter tous les jours. Dans ce cadre-là, il nous a fallu passer du temps, c'est peut-être pour ça que ça a été très long, à la fois à convaincre le COMEX qu'une raison d'être, elle ne pouvait pas être l'émanation d'un seul COMEX, quel que soit son niveau d'intelligence, ce que je ne conteste pas 2 secondes, mais que c'était quelque chose qui devait associer justement toutes les parties prenantes et qu'il allait falloir être à l'écoute de l'ensemble de ces parties prenantes. Ce qui a été long, puisqu'il nous a fallu, du coup, travailler avec des collèges de collaborateurs, des collèges de fournisseurs, de clients. Et quand je dis clients, nous, on a à peu près toutes les typologies de clients, hein. On est à la fois une banque et un énorme opérateur industriel. Donc, on va avoir comme clients les plus grands émetteurs de courriers ou de colis
d'Europe, et puis aussi monsieur et madame Michu, vous ou moi, que ce soit au travers de nos services bancaires ou que ce soit dans les produits qu'on consomme tous les jours. Nos fournisseurs qui sont plusieurs dizaines de milliers, hein, on est un groupe international, on opère dans 44 pays. Bien sûr, les collectivités territoriales qui sont une de notre raison d'être, ou en tout cas qui sont incarnées dans nos missions, et puis un certain nombre d'influenceurs. Ce qui a été le plus simple, d'une certaine manière, sont nos actionnaires, puisqu'on n'en a que 2. Donc, entre l'État et la Caisse, pour le coup, l'identification de nos actionnaires, j'ai bien dit leur identification, a été une chose facile. L'expression de la raison d'être, peut-être parfois pas complètement. Et parmi les éléments qui nous ont amenés à travailler et à élaborer cette raison d'être, au fond, au cœur, il y avait la question de qu'est-ce qu'on veut préserver ? Dans ce cheminement, au fond, on veut dire quoi de ce qui est notre histoire, ce qui est notre identité, ce qui est notre particularité, ce qui fait notre élément de différenciation et qu'on veut pousser dans le monde de demain en répondant aux défis de demain avec ça, avec ces éléments identitaires et avec ces éléments qui nous différencient. Voilà ce que je peux partager à ce stade, Magali. Merci beaucoup Muriel pour ce premier témoignage, donc avec une démarche extrêmement riche et extrêmement large, et ça a suscité déjà quelques questions, on va y revenir. Je vous propose Muriel, au regard de ce premier partage, de mettre en face le témoignage de Laurent, avec un profil d'entreprise totalement différent, et aussi avec une réflexion extrêmement longue et intense autour de cette dimension-là. Alors Laurent, raison d'être pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la raison d'être de votre entreprise? Comment est-ce que concrètement ça s'organise chez vous? Vous êtes, donc, je le rappelle, président du laboratoire Cotral. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai entendu parler de la raison d'être il y a 3-4 ans, notamment dans des revues de type Harvard Business Review. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est souvent très pratique et on peut le mettre en application assez vite à l'intérieur de son entreprise. Donc, on travaille, et je puis travailler, donc je suis une entreprise de 250 salariés, ça se pilote beaucoup plus facilement, on a 30 ans d'existence, ça se pilote beaucoup plus facilement qu'une entreprise comme La Poste. Et donc, en fait, aujourd'hui, la raison d'être du laboratoire Cotral, c'est du sur-mesure, rien que du sur-mesure, pour garantir la santé des professionnels en milieu contraint. Alors, ça se caractérise comment ? Les professionnels, on a pour objectif de faire en sorte de conserver leur capital santé, et en même temps de faciliter la vie des employeurs. Donc, ça se décline sur des métiers. Depuis 1992, on fabrique des protections auditives sur mesure pour les gens qui sont exposés au bruit. Depuis 2019, on a mis en place des écouteurs auditifs intelligents pour les gens qui ont besoin de communiquer dans un environnement bruyant. Et tout récemment, en 2020, on a développé, on distribue des lunettes de vue safety, donc à prescription médicale, pour les gens en milieu contraint. Donc, moi, ce que je peux mettre en avant, c'est que la raison d'être, on l'a construite de telle sorte qu'elle soit assez facile à mettre en œuvre et qu'elle soit compréhensible à l'intérieur de l'entreprise, auprès de nos propres collaborateurs de l'entreprise. Si je continue un peu, la raison d'être, elle est au centre du dispositif qui existe au niveau du laboratoire Cotral. Et quand je dis au centre, c'est un petit peu comme l'âme de l'entreprise. Et il y a la raison d'être qui donne une vision de long terme. Et puis à côté de ça, il y a les priorités de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, les principes de management, les valeurs. Et en étant au milieu, elle interconnecte, s'interconnecte avec l'ensemble de ces dispositifs pour piloter l'entreprise et pour faire en sorte que l'entreprise, ce soit une entreprise durable, avec une croissance rentable, et puis avec des clients qui sont satisfaits et bien entendu des collaborateurs qui sont heureux à l'intérieur de l'entreprise. Et on l'a déployé, j'ai pu la mettre en avant il y a une année. Alors grosso modo,
c'est plutôt moi, dans un premier temps, qui l'ai imaginé. Je suis le seul, je suis un actionnaire de l'entreprise de référence, le seul qui travaille à l'intérieur de l'entreprise. J'ai réfléchi et j'ai essayé de la concevoir à partir d'un certain nombre de questions. Je l'ai préconisé, je l'ai présenté à l'ensemble de mes managers et aujourd'hui, on la diffuse auprès de l'ensemble de nos collaborateurs pour que chacun puisse l'approprier et pour que chacun, en quelque sorte, puisse l'incarner. En fait, c'est ça qui me paraît être le plus important, c'est comment chaque collaborateur incarne cette raison d'être au quotidien dans leur propre activité. C'est peut-être ça qui est le plus difficile aujourd'hui à mettre en œuvre. Alors, Laurent, quand on a préparé cet atelier, vous m'avez fait part, ce qui m'a beaucoup touchée, du fait justement que vous transmettiez beaucoup, vous communiquiez beaucoup auprès de vos collaborateurs sur cette raison d'être. Comment est-ce que vous avez concrètement partagé cette vision des choses auprès d'eux? Comment ça s'est illustré? Aujourd'hui, ça se diffuse par l'intermédiaire de réunions, Alors, aujourd'hui, en fait, on est dans la phase où on est plus que dans la diffusion. C'est comment on met en place cette raison d'être dans le quotidien de nos collaborateurs. Et ça, je trouve que c'est un côté qui est assez puissant dans la mesure où l'objectif, c'est comment chacun d'entre nous… La raison d'être a pour vocation d'expliquer ce qu'on fait aujourd'hui, quelles sont les actions qu'on est en train de mener, quels sont les clients qu'on va viser, en quoi l'entreprise est réellement unique. C'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce qui fait que Cotral, si Cotral n'existe plus, si le laboratoire Cotral n'existe plus, quel est le manque pour nos clients? Qu'est-ce qu'on va, en quelque sorte, qu'est-ce que nos clients peuvent perdre? Et là où c'est intéressant, c'est dans la construction de nouveaux produits. Aujourd'hui, j'ai des services d'innovation. On se pose la question, ils se posent la question, est-ce que c'est du sur-mesure? En quoi on apporte une vraie différenciation par rapport au marché? En quoi l'entreprise est exceptionnellement unique? Et du coup, ça permet de d'élaguer un certain nombre de projets qu'on aurait pu avoir et qui, potentiellement, rendent pas l'entreprise extraordinaire et un peu exceptionnelle. Donc, pour élaborer cette raison d'être, on s'est posé un certain nombre de questions. En quoi on croit? C'est-à-dire, qu'est-ce que Cotral croit aujourd'hui sur le marché? C'est-à-dire que nous, on estime que si on ne fait pas du sur-mesure, si on ne fait pas des choses un petit peu très spécifiques pour nos clients, on ne sera pas en mesure, en quelque sorte, de continuer à exister au sein de l'entreprise. Donc, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les clients qu'on vise, qu'on a déjà aujourd'hui, et quels sont les clients qu'on pourra viser demain, qui donnent un aspect un petit peu dynamique. Et puis aussi, c'est qu'est-ce que concrètement on peut apporter auprès de nos clients. Au moment du Covid, je me suis interrogé longuement. Donc, on fabrique des protections auditives sur mesure. Donc, c'est des équipements de protection individuelle. Il y a le Covid et en fait, il y a des masques respiratoires. Il y a un besoin de masques respiratoires. Donc, la question a pu se poser. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on rentre dans le marché des masques respiratoires? Est-ce qu'on va acheter une machine pour fabriquer des masques jetables? Et donc, on a rééchangé auprès de notre raison d'être pour essayer d'évaluer en quelque sorte la proposition de valeur qu'on pouvait proposer. Et on s'est très vite aperçu qu'en fait, ce n'est pas du sur-mesure, ça aurait pu être un coût. C'est-à-dire, grosso modo, on fabrique des masques jetables et puis on distribue des masques jetables. Mais si on faisait ça, en fait, on aurait été très vite mis de côté par rapport à des acteurs qui aujourd'hui sont présents sur le marché. Je pense à 3M ou des Honeywell, donc des très gros acteurs. Et on aura, après cette période intermédiaire, qui est une période compliquée où tout le monde cherchait des masques jetables, on se sera aperçu qu'on n'apporte pas réellement de valeur directement sur le marché. On a fonctionné de manière un petit peu différente sur les lunettes de sécurité ophtalmiques. C'est-à-dire quand on s'est dit, le laboratoire Cotral fabrique des protections sur mesure, quels sont les autres produits qu'on peut fournir auprès de nos clients? Donc, on a regardé un certain nombre de produits et puis on s'est aperçu que entre les protections auditives et puis les lunettes de sécurité à verre ophtalmique, il y avait une proximité assez intéressante. Donc, on a fouillé le marché, on a essayé de vérifier quels étaient les problèmes qui existaient sur le marché, sur ce marché-là. Est-ce qu'on était en mesure d'apporter une proposition de valeur qui soit complètement différente et qui permette en quelque sorte d'inscrire l'entreprise, le laboratoire Cotral, sur du long terme? Quelles étaient nos forces? Donc, on avait un réseau commercial qui était relativement puissant. Quels étaient en quelque sorte les besoins de nos clients?
Et on s'aperçoit que les clients ont besoin de produits qui soient fiables, mais aussi ont besoin d'avoir une vie qui soit le plus simple possible. Et on a déterminé qu'aujourd'hui, l'offre qui était présentée sur des lunettes safety à prescription médicale, elle était complexe, elle était difficile. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, il y a quelque chose qu'on peut apporter sur le marché. Donc, je trouve que se reposer la question de la raison d'être, c'est reposer la question de l'entreprise par rapport à son environnement. Et du coup, d'avoir une vraie réflexion stratégique, mais à la rigueur, je dirais que c'est un peu plus élevé. C'est pour ça que je parle d'âme de l'entreprise. C'est quelque chose que je positionne à un niveau un peu plus élevé. Et ensuite, il y a la stratégie, la vision qu'on veut accomplir dans les 5 prochaines années. Et donc, c'est vraiment dans le dispositif de l'entreprise. Et pour moi, la raison d'être, elle est à la fois, je dirais, pour les clients, mais j'estime qu'il ne faut pas trop la mettre en avant. Je n'ai pas envie de dire à nos clients, c'est du sur-mesure, rien que du sur-mesure. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on n'ait pas à la verbaliser. C'est-à-dire que ce soit tellement évident, elle est tellement incarnée à l'intérieur de l'entreprise, c'est pas la peine d'en parler. Un peu comme des valeurs dans une entreprise. On parle souvent de RSE. La RSE, c'est la même chose. Les entreprises qui parlent tout le temps de la RSE, je me dis, tiens, il y a peut-être un doute. Est-ce que réellement, elle s'incarne ou s'incarne pas? Donc, si je reviens sur les messages que je peux passer, je trouve que c'est très puissant parce que ça donne du sens aux acteurs de l'entreprise, à nos salariés, et puis on a une vision des clients qu'on veut viser à long terme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît important, c'est que c'est pas si compliqué que ça de créer sa raison d'être parce qu'elle est déjà là, elle est déjà autour de nous. Il faut se poser les bonnes questions. Alors, il y a quelques questions à se poser. J'en profite pour vous interrompre une précision qui est demandée. Vous l'avez écrite de vous tout seul, hein, Laurent, je crois, votre raison d'être. Alors, je l'ai écrite en collaboration avec des collaborateurs, c'est-à-dire que pas en regroupant l'ensemble de mes collaborateurs avec des réunions régulières, plus en one-to-one avec chacun de mes responsables de service. J'ai à peu près 7 responsables de service. Et puis, j'échangeais avec eux pour savoir qu'est-ce qu'était Cotral pour eux, comment ils ressentaient les choses, quels étaient les clients qu'on voulait viser à long terme. Et puis surtout, je me suis posé les bonnes questions. Et ensuite, je suis retourné voir les gens en disant, bah voilà la raison d'être de Cotral, voilà qui est Cotral, voilà qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, et voilà les différentes actions sur lesquelles on doit miser demain, et quels sont les clients qu'on doit viser demain. C'est la raison pour laquelle quelque part, on s'est assez vite dit, on a des protections auditives sur mesure qui sont passives et très vite, on s'est dit comment on intègre de l'électronique à l'intérieur de nos produits pour pouvoir intégrer de la data. Parce que nos clients, à terme, ils auront besoin de données et quelles sont les données qu'on va pouvoir construire. Quand on repositionne l'entreprise par rapport à son environnement, je trouve qu'on donne plus de poids à l'entreprise. On donne plus de perspectives, il y a plus de possibles qu'on voulait créer. Et du coup, pendant à peu près, on va dire, 28 ans, on fabriquait que des protections auditives sur mesure. À partir du moment où j'ai maturé le fait que, mais qu'est-ce qu'était Cotral et qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus à nos clients, c'est décliner des notions d'écouteurs audio qui permettent de communiquer en milieu bruyant. Alors, c'est une déclinaison assez proche de ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, à côté de ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et les lunettes de vue à prescription médicale, c'est aussi du sur-mesure. On s'est dit, tiens, ça peut être intéressant. Et aujourd'hui, j'ai des hommes produits qui sont en train de réfléchir quels sont les autres produits qu'on pourrait rajouter. Et on a étudié assez rapidement les semelles sur mesure. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas un marché il n'y avait pas suffisamment de problèmes. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de choses à solutionner, j'estime qu'il n'y a pas de marché, il ne faut pas aller dessus. Et là, on travaille sur les exosquelettes. Ça fait 3 mois que j'ai une personne en termes au niveau marketing qui étudie tous les acteurs des exosquelettes et qui essaye de déterminer est-ce qu'il y a des problèmes qui existent dans cet environnement? Est-ce que derrière, demain, on pourra intégrer le laboratoire Cotral dans cet axe? Est-ce que c'est du sur-mesure? Est-ce qu'on peut utiliser notre réseau commercial? Est-ce que ces clients, on peut les servir de manière différente que ce à quoi ils sont servis aujourd'hui? Et est-ce que ça rentre en quelque sorte dans les compétences de Cotral? C'est pour ça que réellement,
savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut devenir demain, et quels sont les clients et qu'est-ce que cherchent les clients, et comment on peut leur changer la vie. Il y a un petit côté, je trouve, dans la raison d'être, un petit côté humaniste. C'est qu'est-ce qu'on apporte à la nature humaine, qu'est-ce qu'on apporte d'extraordinaire qui va faire que si demain le laboratoire Cotral fait des choses qu'un client peut nulle part trouver ailleurs, bah, quelque part, on sera encore présent dans les 50 prochaines années. Alors, peut-être pas 500, on n'est pas la Poste, mais en tout cas, déjà, si on est capable d'être présent dans les 50 prochaines années, parce qu'on apporte quelque chose d'unique. Il y a cette notion d'unicité, je trouve, dans la notion de raison d'être. C'est quelque chose de supérieur. C'est pour ça que je le mets j'estime que la raison d'être, c'est un peu comme une âme d'entreprise. C'est l'âme. La stratégie, elle vient juste en dessous. Mais par contre, j'estime que la raison d'être, elle doit pouvoir être challengée, elle sera challengée au fur et à mesure du temps par, je dirais, la stratégie de l'entreprise, par les indicateurs de performance, par les hommes à l'intérieur de l'entreprise. Et aujourd'hui, je commence à avoir des gens qui me disent « Ok, ta raison d'être, elle est bien, mais on peut la écrire un peu de manière différente. On peut aborder les choses de manière différente. » Et quand je commence à avoir des gens qui me disent « Tiens, est-ce que les exosquelettes, c'est un sujet qu'on pourrait étudier ?» Ok, on essaye de voir. Et à partir de ce moment-là, on peut imaginer les produits de demain. Merci Laurent pour ce très beau témoignage et puis aussi toute l'énergie que vous mettez dedans et la façon dont vous l'incarnez, même physiquement, j'ai envie de dire, quand vous nous le partagez. Alors Bertrand, j'ai envie de revenir vers vous avec votre regard de chercheur, d'enseignant. Enfin, c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Deux histoires, deux approches un petit peu différentes, liées probablement aussi au métier, à la taille de l'entreprise. Quel recul, quelle vision un petit peu macro vous auriez à nous partager à travers ces deux expériences différentes, mais pas tant que ça en fait, différences peut-être un petit peu dans le process, dans l'avancement ou dans leur communication, mais est-ce que vous rencontrer ce type de configuration généralement ou voilà, quelle est votre expérience? Si on se donne un peu effectivement une perspective par rapport à ce débat que l'on a eu en France, qui est effectivement, ça c'était bien dit par Laurent Capellari, on avait pris du retard en France sur ces questions-là et les anglo-saxons, notamment américains, avaient commencé à réfléchir et à proposer des idées bien avant nous. Donc, il faut bien avoir en tête que la loi Pacte et tout ce qu'on a connu, c'est une forme de rattrapage par rapport à des débats qui sont enracinés, qui ont pris plus tôt que chez nous dans les pays anglo-saxons. Alors, si on regarde le cas spécifiquement français, et la manière dont est rédigée la loi Pacte et le document de nota sonar préparatoire, il y a quand même en ligne de mire ou avec pour objectif, alors je dirais pas prioritaire, mais en tout cas, c'est une forme de dérèglement de la grande entreprise financiarisée qui justement a perdu de vue sa raison d'être et qui à un moment ou à un autre centre son projet économique vers une performance financière et boursière. Et toutes les évolutions autour du code civil et autour de la notion de raison d'être, c'est pour rappeler justement que les entreprises doivent avoir une utilité sociétale et qu'elles doivent mettre sur le marché un ensemble de biens et de services qui sont utiles à la société et non pas profitables aux actionnaires. Donc, le point de départ et le point d'accroche de la loi Pacte est pour garder raison et je dirais, refroidir la machine financière pour rappeler ce qu'est une entreprise et la place qu'elle peut avoir dans la société au sens très large du terme. Et donc, à partir de là, effectivement, le démarrage de la loi Pacte est là-dessus, mais bien évidemment, la volonté de réforme, quand on regarde les chapitres de la loi, c'est repenser la place de l'entreprise dans la société. C'est pas uniquement repenser la place des entreprises cotées en bourse dans la société. Il y a une volonté d'élargir le débat et de donner des outils à l'ensemble des
des entreprises et à l'ensemble des entrepreneurs, quel que soit le statut et l'actionnariat. Donc, ça vaut aussi bien pour une PME, ça vaut aussi bien pour une entreprise publique, ça vaut aussi bien pour une entreprise cotée et ça vaut aussi bien pour une mutuelle ou une coopérative. On voit bien que les acteurs de l'ensemble des types d'entreprises se sont appropriés le sujet. Donc voilà, le cadre est large. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant dans les deux témoignages, je trouve, c'est qu'on voit bien les deux utilisations possibles. C'est-à-dire que moi, je vois plus à la Poste une nécessité de s'adapter à des changements sociétaux, à l'arrivée de nouveaux concurrents, à la mobilisation d'un corps social, à ressouder un corps social dans une entreprise qui doit évoluer parce qu'il y a des ruptures technologiques et une nouvelle concurrence qui s'installe. Et puis, le projet de Laurent Capellari qui a une tournure plus stratégique, plus entrepreneuriale. Et il n'y a aucun jugement de ma part, c'est ni bien ni mal, mais c'est deux cas de figure qui sont différents, mais qui se rejoignent quand même à un moment donné où effectivement, on affirme une identité à une entreprise, on affirme une ADN, on affirme des valeurs, et à partir de là, se construit un projet stratégique et se construit une mobilisation des ressources humaines. Ça soude un corps social et ça lui permet d'affronter des transformations ou au contraire de proposer des innovations en lien avec ce qui se passe dans l'environnement. Et juste une remarque par rapport à Laurent Capellari, je pense qu'il faut être vigilant à ne pas changer trop rapidement la raison d'être. C'est-à-dire que la raison d'être, elle est partie pour, à minima, vous êtes parti pour 10 ou 20 ans. Ça ne veut pas dire que demain, en fonction, les raisonnements que vous allez avoir ou les projets que vous allez avoir vont faire émerger des nouvelles idées, mais peut-être qu'il faudra les sortir et faire des spin-offs et donner vie à d'autres entreprises qui auront peut-être une raison d'être très spécifique. Parce qu'il faut faire attention à ne pas… une raison d'être, une identité, pour qu'elle soit forte et utile, il faut que précisément elle soit stable. Et si qu'elle soit incarnée longtemps sur du long terme. Je partage avec vous. Un peu comme des valeurs. Voilà. Je joue sur la même chose entre les valeurs, des principes de management. Ça doit rester et ça doit être dans l'entreprise pendant pas mal de temps. Je partage, c'est vrai. Sinon, on dérive et c'est une crise identitaire. Et là, du coup, quelque part, on peut repartir à zéro et l'entreprise se retrouve en difficulté. Voilà, c'était juste la remarque par rapport à ce point précis. Mais ça fait faire une digression. Pardon, Magali. Non, pas du tout, parce que en fait, c'est une manière de répondre à la question d'Olivier qui dit est-ce que la raison d'être n'est pas déconnectée de la vision et est-ce qu'elle n'est pas plutôt liée à une contribution potentielle sociétale? Elle est connectée à une vision, mais effectivement, elle en est déconnectée au sens où vous pouvez en principe infléchir votre stratégie. Votre raison d'être, elle bouge pas, elle est la même. Vous pouvez arrêter une activité parce que cette activité n'a pas d'utilité au sens vision stratégique, et pour autant, votre raison d'être est toujours la même. Et c'est cette permanence et cet équilibre, pour moi, qui est à la fois quelque chose qui correspond à ce que vous faites, c'est pas un truc totalement évanescent et hors sol, mais en même temps, c'est au-dessus de la stratégie et c'est plus large. Ça dit, au fond, l'entreprise a une responsabilité qui va au-delà des limites de son PNL ou de sa simple compta. Elle embarque avec elle tout un écosystème et elle en est responsable. Moi, là-dessus, c'est pour ça qu'elle est permanente. Pardon, excusez-moi. Pardon. Je fais très attention parce que je considère que la raison d'être, elle est aussi là pour assurer la rentabilité de l'entreprise. Ah, complètement. Et il ne faut pas la mettre, je dirais, en considérant que c'est quelque chose d'au-dessus. Elle contribue au même titre que la stratégie ou juste liée avec la stratégie à faire en sorte que nos entreprises soient durables sur du long terme, elles aient une croissance rentable. Et ça, je pense que c'est important de ne pas vouloir le sortir. Et quand j'écoute un petit peu les raisons d'être quelquefois des très grosses entreprises, j'ai la crainte de voir que la notion de contributeurs, d'acteurs autour de la raison d'être, il y a tellement de personnes qu'au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment ce qu'il en est.
Et pour moi, la raison d'être, la finalité de la raison d'être, c'est quand même de dégager de l'argent pour que les salariés soient contents, pour que nos clients soient contents. C'est le social et le capital au sens l'économique. C'est cet équilibre qui est à réaliser. Peut-être que, mais sans m'aventurer à des explications qui seraient sans doute simplistes, mais quand vous dites, Laurent, vous avez parfois l'impression que dans certaines grandes entreprises, il y a un déséquilibre. Dans l'énoncé de la raison d'être, c'est peut-être aussi une manière de rééquilibrer un poids où la question de la valeur de l'action et du cours de bourse de l'action est tellement fort historiquement qu'il est justement nécessaire de contrebalancer un peu et de peser sur ces sujets sociétaux de manière à obtenir justement cet équilibre entre guillemets complexe et un peu plus juste. Et là où je trouve intéressant sur cette raison d'être, c'est quand même de faire en sorte qu'elle puisse s'approprier par la multitude de PME et de TPE. Parce que quand on parle d'entreprises cotées, je veux dire, des entreprises cotées en France, il y en a quoi, 1000, 1200 ? Donc ça reste malgré tout, je ne sais pas, vous dites le vrai chiffre, je ne l'ai pas à la tête. Non, c'est environ 800, c'est moins de 1000. Voilà, il y a 800 entreprises, il y a plus de 2 millions d'entreprises qui existent en France. Cette raison d'être, ça peut être quelque chose qui va être mis en place par une multitude de PME, de TPE, et se poser des bonnes questions et s'interroger sur qu'est-ce l'entreprise, qu'est-ce qu'on vise demain. Je pense qu'il y a un côté vision qui malgré tout, est indispensable. Quels sont les clients qu'on a envie de viser demain, et puis qu'est-ce qu'on apporte à la société, et en quoi l'entreprise elle est unique. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas obligatoirement donner ou mettre à disposition qu'aux très grosses 800 grosses entreprises françaises qui sont cotées. Ça serait presque dommage, parce que la grande majorité de nos entreprises sont des PME et des ETI qui sont pas cotées en fait. Alors, il est bientôt 18h15, on arrive sur la dernière partie de notre atelier. J'aimerais qu'on passe dans une phase un petit peu de transmission et de conseils, et je vois notamment dans les questions qui sont posées une question intéressante. Est-ce la réflexion sur une politique RSE est un préalable indispensable? Et une autre question également sur la réflexion autour de cette raison d'être. Est-ce qu'il n'est pas complexe d'avoir une raison d'être, alors que, et notamment pour vous, Muriel, vous avez des parties prenantes dont les intérêts semblent parfois à l'opposé? Pas tant que ça sur les parties prenantes, justement. Pas tant que ça. Ce qui fait la difficulté, pardon, je rebondis sur votre question de la difficulté, elle vient plutôt de la diversité des activités. Mais c'est justement pour ça que c'est très important qu'on le fasse. C'est-à-dire que vous avez une banque, vous avez un opérateur de services, vous avez un retailer, les bureaux, c'est quasiment des commerces, enfin, on les gère comme des commerces, vous avez un opérateur dans le digital, vous avez une activité internationale dans l'univers logistique et sur le territoire français. Et c'est justement ça qu'on va chercher dans cette raison d'être, c'est qu'est-ce qui nous unit. Et pas que le passé, mais aussi demain. La manière d'affronter les défis sociétaux, c'est Bertrand qui parlait de ça, demain. C'est le sens qu'on donne au fait d'être ensemble demain. Et quelle est la proposition de valeur, quelle est l'utilité qu'on se voit avoir avec nos marqueurs. Donc, c'est ça qui fait la difficulté. Mais c'est ça qui fait justement le besoin d'avoir cette raison d'être, au-delà de avoir hérité un historique qui est que ces acteurs-là sont tous ensemble. Donc oui, c'est difficile, mais c'est terriblement utile. Et vous vous rendez compte finalement que lorsque vous interrogez les parties prenantes, très diverses, elles n'ont pas une vision si écartelée que ça de ce que doit être l'entreprise, y compris dans toutes ses composantes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tout le monde va être complètement satisfait. Mais si vous vous mettez dans des courbes de Gauss, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est assez convergent dans ce qui est attendu
notamment pour nous en matière de lien avec les territoires et de cette fabrication du lien entre les gens, que ça soit un lien historique ou que ça soit un lien dans un monde immatériel. Laurent, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose et puis peut-être nous partager, Laurent, est-ce qu'avant de réfléchir sur cette raison d'être, vous aviez déjà une habitude, une culture de politique RSE au sein des laboratoires Cotral? La RSE, c'est un projet qu'on a mis en place dans l'entreprise que je ne positionne pas au même niveau que la raison d'être. J'estime que la raison d'être est un niveau qui est supérieur, qui est en dessous de la raison d'être. Il peut y avoir des notions de stratégie et la RSE. Je ne le positionne pas. On a un projet de RSE qui est actuellement en cours de mise en place. J'estime que c'est important aussi. Maintenant, je n'y accorde pas le même élément stratégique, la même puissance stratégique. Quelle est la vision du chercheur et puis de l'homme d'étude sur ce process, Bertrand? Comment toutes les entreprises que vous avez étudiées, quels enseignements en avez-vous tiré? Je réponds à cette question. Je vais faire une remarque. Il y a donc la notion de progrès social est beaucoup évoquée dans les motivations et les effets autour de la raison d'être. Il faut absolument pas sous-estimer les défis environnementaux, notamment liés au changement climatique. Je vais faire très court là-dessus, où il y a des attentes fortes de la société à l'égard des entreprises, mais aussi des collaborateurs des entreprises en interne par rapport à ces défis-là. Donc, c'est pas comme au ribou, progrès social, progrès économique. Vous disiez, Magali, c'était Muriel qui disait ça. Il y a ça, mais il y a aussi qui est centrale la question de l'environnement et des impacts de l'activité économique sur l'environnement naturel. Ça, c'est un élément fort généralement un attendu fort dans la raison d'être des entreprises. Je réagis aussi sur un autre point. Alors moi, je suis assez d'accord, et je suis même absolument d'accord sur la place que doit occuper l'entreprise dans la société, c'est-à-dire que l'entreprise est un acteur économique qui a absolument la nécessité de dégager du profit pour vivre et se développer. Mais il y a quand même une confusion qui s'est installée dans le débat public autour de la raison d'être, où on voudrait un peu faire de l'entreprise une quasi-ONG, c'est-à-dire qu'elle aurait des missions très larges qui se substitueraient en partie à celles de l'État, ou en tout cas, il y a une promesse qui est faite à l'État ou à la puissance publique au sens large du terme. Et je retrouve ça, pour ma part, assez inquiétant, et il est, enfin inquiétant, source d'interrogation, et il est important de bien remettre le débat et de ne pas faire, enfin l'entreprise ne peut pas tout faire, et elle ne pourra pas régler tous les problèmes, et elle ne pourra pas aller apporter toutes les solutions. Et parfois, j'ai trouvé que les débats sur la raison d'être nous amenaient très, 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 très loin, et voulaient amener l'entreprise très, 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 très loin, et faire des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir, l'entreprise, parce qu'une entreprise, c'est pas fait pour ça. Ça ne peut pas être conçu comme une quasi-ONG, c'est pas, ou un quasi-État, je ne sais pas comment vous dire, mais vous avez compris la notion que je veux exprimer. Donc, il faut être vigilant à bien remettre tout ça à la bonne hauteur. Et alors du coup, les aspects liés à la mise en œuvre, les grands groupes, ils sont quand même arrivés à la raison d'être par la RSE. Et on voit bien aujourd'hui, et je ne dis pas que c'est le bon chemin, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais la manière dont ces très grandes entreprises se sont appropriées le sujet, c'est en partant de la RSE et puis en disant, la RSE, en fait, finalement, aujourd'hui, la RSE, c'est plus être gentil, limiter les dégâts que l'on peut avoir sur l'environnement, prendre soin de notre salarié. La RSE, ça doit être notre projet stratégique. Et on le formule, on le symbolise en votant et en communiquant et en mettant en œuvre une raison d'être. Donc, le chemin des grands groupes a été par la RSE et dans d'autres circonstances, on peut y arriver aussi. Mais ce chemin, il est là. Et sur cet aspect de mise en œuvre autour de la raison d'être,
dans les grands groupes, je ne crois pas que ce soit possible d'affirmer une raison d'être sans rien toucher. Si on affirme une raison d'être, que ça n'a pas de conséquences sur le projet stratégique, que ça n'a pas de conséquences sur le portefeuille d'activité, que ça n'a pas de conséquences sur les orientations futures et les investissements, alors on a formulé une raison d'être très très large et donc inutile parce qu'on n'a pas affirmé une identité à l'entreprise. Donc, il y a un moment donné, ça doit forcément piquer le travail sur la raison d'être. Si le travail sur la raison d'être ne pique pas, c'est qu'il est inutile. Je le dis de manière un petit peu dure, mais moi, ce que j'ai pu observer entre les entreprises où c'est super, la raison d'être, mais en fait, c'est déjà ce qu'on faisait, mais ça va mieux en le disant. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Et les entreprises qui se disent « Oula, dans 10 ans, ça aura beaucoup changé. Et si on reste là-dessus, on va être en réelle difficulté. Donc, il faut qu'on bouge, donc il faut qu'on investisse et donc il faut aussi qu'on désinvestisse. » Donc, il y a des décisions entrepreneuriales, positives et moins faciles. La raison d'être doit entraîner ce type de décision. C'est vrai, si je puis me permettre, la raison d'être, c'est un guide, c'est une boussole qui donne un cap, mais qui aussi permet de prendre des décisions sur des nouvelles activités, sur des nouveaux produits. Et ça permet en quelque sorte de savoir où est-ce qu'on veut vraiment investir. Où est-ce que l'entreprise veut mettre son argent aujourd'hui, mais surtout pour demain. C'est pour ça que moi, j'ai toujours cette notion de vision, puisqu'on est en train de vivre des révolutions avec des nouvelles technologies qui nous percutent à tous les endroits. Et je pense que se reposer la question de qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire demain et où est-ce qu'on veut investir réellement, ça peut plutôt facilement se faire par l'intermédiaire de la raison d'être. C'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement puissant parce que ça construit l'entreprise et ça permet à l'entreprise d'essayer de se projeter sur les 10, 15 prochaines années et puis surtout aussi de voir toutes les technologies qui existent aujourd'hui, qui sont en train de monter de plus en plus en puissance, et comment on va faire en sorte que nos entreprises continuent à passer ces caps. Et je trouve que c'est une vraie boussole qui permet de dire où est-ce que j'investis, quels sont les hommes demain dont j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin d'ingénieurs, est-ce que j'ai besoin de chercheurs, est-ce que j'ai besoin de commerciaux. À certaines périodes de la vie de mon entreprise, j'ai eu beaucoup plus besoin de commerciaux. Et aujourd'hui, tel que j'ai formulé ma raison d'être, c'est moins cette population sur laquelle je me dis il faut que j'investisse fortement. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est assez puissant. Je partage parfaitement. Dans la catégorie ça pique, Bertrand, quand vous êtes une banque, le fait d'embarquer une raison d'être, ça nous a amené à renoncer à certains financements et à financer certains projets qui étaient des projets carbone ou qui émettaient trop de carbone ou dans des pays où on ne le sentait pas. Typiquement, ça fait partie des choses qu'on élimine ou qu'on a dû éliminer. Autre univers, quand vous êtes dans la logistique, la question de votre impact environnemental, il est majeur. La Poste, c'est 50 fois le tour de la Terre tous les matins, les facteurs. 80 fois si on prend nos sous-traitants tous les jours. On a fait le choix d'avoir la première flotte décarbonée aujourd'hui en Europe, peut-être au monde, on ne sait pas trop avec la Chine, mais peu importe. Quand on décide d'opérer les villes en mode décarboné, ça nous coûte, ça pique, ça nous coûte plus cher. Mais vu que vous avez tellement d'activités, parce que vous avez une largeur d'activités qui est assez extraordinaire, vous pourriez quasiment, en splittant, en découpant vos différentes activités, avoir plusieurs types de raisons d'être et en avoir une qui regroupe quelque chose sous forme de chapeau. Ça a été une très bonne question. D'abord, la raison d'être, elle est liée à l'existence d'un statut, puisque vous allez l'inscrire dans votre statut. Donc, en fait, il faut avoir une entité juridique. Vous ne faites pas la raison d'être de la direction financière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites la raison d'être d'une entreprise. Et nous, La Poste, c'est beaucoup d'activités, mais c'est d'abord une énorme entreprise SA. Donc, statutairement, c'est elle qui prend l'intégralité et qui va faire l'ombrelle. Ensuite, on peut avoir des déclinaisons, mais moi, je leur récuse un peu le terme de raison d'être. C'est un corpus de valeurs, c'est un code, c'est une identité, mais c'est justement compte tenu de l'unité qu'on veut préserver et qu'on veut poser. Pour moi, on aura réussi le jour où
que vous soyez facteur, que vous soyez guichetier, que vous soyez conseiller bancaire, vous savez tout ce qui vous unit et les défis sociétaux que vous relevez tous les matins. Donc, certainement pas pour que ça split. C'est beaucoup plus pour que ça rassemble. Alors, là où je trouve que ça peut être compliqué, moi, j'essaye de me dire comment je fais pour que la raison d'être de l'entreprise, ça aille jusqu'à l'utilisation, à la personne, au final de la personne. Parce que s'il n'y a pas ce lien où la personne se dit la raison d'être, c'est ça, et moi, dans mon métier, je fais ça, et je n'arrive pas à voir le sens, je trouve qu'il peut y avoir une difficulté. Et au final, on risque d'avoir des raisons d'être qui sont des raisons d'être qui sont tellement vagues, tellement vastes, qu'en fait, je ne me reconnais plus sur cette raison d'être. C'est un peu comme les indicateurs de performance. Si mon indicateur de performance est tellement vaste et je ne le vois pas, je ne sais pas à quoi ça sert le métier que je fais aujourd'hui. Donc, exactement. C'est pas toujours facile, en fait. Moi, mon témoin, c'est le jour où mon facteur saura non pas me dire quelle est la raison d'être, je m'en fiche complètement qu'il ne connaisse pas le mot raison d'être, mais qu'il sache me dire pourquoi il fait au fond le métier qui est commun avec celui de la guichetière. Alors, merci à tous les deux pour ces témoignages. Et puis, sur la réflexion, j'ai envie de dire jusqu'au bout, autour de cette notion de raison d'être, réflexion qui est absolument passionnante. Alors, j'ai un challenge qui est celui de respecter le temps, alors qu'on aurait envie de vous entendre encore très, très longtemps partager vos témoignages et puis surtout interagir sur les deux. Bertrand, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Parmi notre auditoire, nous avons beaucoup de patrons de PME, de TI. Est-ce que si vous avez un conseil, voilà, un message à leur passer autour de la raison d'être avant de se séparer, le message du chercheur, un conseil, un message. Je vais en avoir deux. Le premier, il est lié à la discussion que l'on vient d'avoir. Si vous avez une entreprise qui est multi-activité ou qui a ce qu'on appellerait une diversification stratégique avec plusieurs business units, et ça, c'est vrai des petites et des grandes entreprises, c'est pas la taille de l'entreprise qui compte, l'exercice va être plus compliqué. Et il va falloir ne pas chercher dans un premier temps à avoir une raison d'être intégrative, mais bien de partir des différentes business units et de donner une forme d'intégrité dans l'identité de ces business units, et après de voir s'il ne pourrait pas y avoir quelque chose comme une méta-raison d'être qui ferait le lien. Et là, il y a un vrai débat. On voit bien que les grandes entreprises, en toute logique, elles devraient fonctionner comme ça. Elles devraient donner une raison d'être à chacune des business units et en avoir une grande. Mais elles ont du mal à le faire parce que ça crée toute une complexité politique interne et donc elles ne vont pas là-dessus. Donc, mon premier conseil, regardez bien votre portefeuille d'activités et regardez bien comment chacune des activités, quelle est la raison d'être de chacune des activités, et puis voyez comment vous pouvez intégrer le reste. Et mon deuxième conseil, c'est aussi un conseil de prudence, c'est-à-dire que ne vous lancez pas dans le chantier raison d'être parce que c'est hype, parce que c'est le moment de le faire, parce que le concurrent l'a fait, parce que le collègue dans le club APM l'a fait. Enfin, il y a une forme de mimétisme qui peut aussi prévaloir dans ce sujet. Il faut le mûrir, bien réfléchir et puis sentir que c'est le bon moment. C'est-à-dire que il y a des signaux faibles dans l'environnement ou des signaux en interne qui montrent qu'il y a un moindre attachement à l'entreprise et à son offre de produits et de services. Et alors, à ce moment-là, la raison d'être peut être utile parce qu'elle permet de resolidifier et de reconsolider et de redéfinir le projet stratégique. Et c'est là que la notion va être utile et va être réellement apporteur de sens. Parce que si faire un projet raison d'être, c'est faire des réunions et convaincre des actionnaires qu'on a fait le bon choix et qu'on est sur la bonne route, là, on grille une cartouche. On grille une cartouche très importante parce que la raison d'être, en toute logique, elle est là pour 10 ans, elle est là pour 15 ans. Donc, si vous le faites maintenant sans avoir de bonnes raisons de le faire, c'est une cartouche de griller et vous vous privez d'un outil particulièrement puissant qui aurait pu être utile 2-3 ans plus tard, sauf que vous l'avez fait trop vite, un peu bâclé, et vous privez de cette solution hyper puissante de gestion du changement. Donc, c'est mon conseil de prudence et de timing dans l'enclenchement du projet
de la raison d'être. Et on voit bien la Poste, elle a mis le temps, elle a pris le temps et c'est normal. Moi, je trouve que les entreprises qui, dès 2019, la loi Pacte vient juste d'être validée par le Conseil constitutionnel, à peine validée par le Conseil constitutionnel, on dégaine une raison d'être et on va dire, nous, c'est ça. C'est sans doute aller un peu trop vite en besogne. Merci beaucoup pour cette conclusion, Bertrand, et ces éléments de réflexion. Un immense merci à Bertrand, Laurent et Muriel pour leur témoignage, pour le temps que vous nous avez accordé pour préparer et pour donc témoigner à l'occasion de cet atelier. Je vais maintenant laisser la parole à Isabelle. Je crois que vous allez… Oui, tout à fait. Alors, merci aussi à vous, Magali, pour cette animation d'atelier de l'Université des entrepreneurs normands. Sujet passionnant et voilà, pour ceux qui le souhaitent, encore quelques minutes, mais les contraintes horaires sont là. Merci à vous, Muriel, Laurent, Bertrand. C'était vraiment très inspirant, une raison d'être donc qu'il faut réfléchir, prendre le temps, la définir et la faire perdurer dans le temps. Je pense qu'on peut terminer sur cette touche ce soir. Donc, l'ensemble des MEDEF territoriaux, les partenaires, vous donnent rendez-vous dès lundi prochain sur une thématique, on va dire, un peu plus business, à savoir développer son business avec des alliances improbables. Pourquoi pas vous ? Donc, rendez-vous à 19h lundi prochain. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée et à très bientôt, peut-être à lundi prochain. Donc, voilà, bonne soirée à tous. Merci Isabelle, merci à tous, merci infiniment. Merci à vous.